Réchauffement climatique, guerre, insécurité, les peurs que l'on ressent tous les jours ne sont pas seulement personnelles, elles sont également collectives et même politiques, instrumentalisées justement par des partis. Elles peuvent même représenter un danger pour la vie collective, voire pour la démocratie. Alors, comment les identifier, les connaître et comprendre leurs conséquences politiques? Les peurs ont-elles un ferment politique? Une invitée aujourd'hui pour nous éclairer, Anne Muxel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice de recherche émérite en sciences politiques au CEVIPOF à Sciences Po et vous faites paraître avec Pascal Perrineau cet ouvrage intitulé Inventaire des peurs françaises, la société à l'aune d'un sentiment. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Que ce soit avec l'Ukraine, la Palestine, etc. C'est toujours une menace qui plane sur nous. Donc on devrait toujours un peu avoir peur de ça. Puis c'est la solitude surtout, c'est ça qui me fait peur. La solitude et aussi que je sois très limitée au niveau des sports ou physiquement. On a un peu l'incertitude de faire de longues études et de ne pas pouvoir avoir de débouchés derrière. La politique aussi, ça fait peur. Comment avez-vous pu nous mettre dans cette situation? Mais je devais faire ça. Monsieur le Président, c'est impossible, ça va être le chaos. Oui, la France a peur et nous avons peur. Vous êtes spécialiste, Anne Muxel, de questions politiques notamment. Pourquoi donc s'intéresser aux peurs? On se dit qu'après tout, pour comprendre les déterminants du vote, pour comprendre aussi ce qu'est la politique aujourd'hui, la peur est peut-être bien loin d'un prisme nécessaire. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs grilles de lecture qu'il faut mobiliser pour comprendre les comportements politiques, les attitudes, les opinions. Aujourd'hui, des individus dans nos démocraties, des grilles de lecture qui mettent en avant des facteurs sociologiques, des grilles de lecture qui mettent en avant des paramètres économiques, mais aussi strictement politiques. Mais de plus en plus, on est amené à mobiliser aussi d'autres critères qui sont les émotions, les affects, et qui relèvent de ce que Georges Marcus a pu appeler un citoyen sentimental, c'est-à-dire un citoyen qui, dans un contexte où les grands référents idéologiques, politiques, mais aussi les grandes institutions comme l'institution religieuse ont perdu finalement de leur importance, font l'objet pour beaucoup de défiance à l'égard effectivement des rouages institutionnels comme du personnel politique. Et bien, du coup, voilà, c'est à partir d'un autre terreau où les émotions, les affects, ça a toujours existé bien sûr, hein, mais aujourd'hui prennent peut-être une place plus importante que ça ne l'était par le passé, ou en tout cas sont moins encadrés justement par des institutions. Alors les Français sont des citoyens sentimentaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Je commence avec une première salve de chiffres. Plus de 40% des Français déclarent, je cite, éprouver souvent de la peur dans leur vie quotidienne et plus de 30% se définissent comme peureux. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que oui, ils sont envahis par des peurs tous azimuts, justement ces peurs qui ne sont plus encadrées et qui se portent finalement sur toutes sortes de registres qui les interpellent dans leur vie quotidienne, qu'il s'agit de registres personnels et intimes, la peur de la maladie, la peur de perdre celui ou celle que l'on aime, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas trouver une place dans la vie professionnelle, la peur de l'avenir, bon, toutes sortes de peurs intimes, auxquelles je rajouterai aussi, mais on en parlera peut-être, les phobies archaïques, que sont la peur du noir, la peur du vide, la peur des souris ou des serpents. Bref, voilà, il y a tout cela qui cohabite. Mais ces peurs individuelles et intimes, elles sont aussi brassées dans des peurs plus larges qui sont des peurs collectives. On l'a entendu, la peur des guerres, la peur effectivement pour l'environnement et le devenir de la planète, la peur de l'autre. Hein. En France, il y a une très grande défiance à l'égard des autres inconnus, des autres qui viennent d'ailleurs, de loin.
la question de l'immigration, d'enjeux de l'immigration, qui occupe quand même dans le débat politique en France une place importante. Donc ça, c'est ces peurs collectives. Et puis on a pu aussi dans ce livre identifier des peurs politiques. Et l'un des groupes finalement qui apparaît aussi assez saillant dans la typologie que nous avons construite, c'est le groupe des démocrates inquiets. 41% des Français quand même sont dans ce groupe des démocrates inquiets, c'est-à-dire ont peur de l'affaiblissement de la démocratie. On va revenir, Anne Muxel, sur ces catégories que vous forgez par ailleurs. Il y en a 4, mais je reste un instant justement sur le descriptif, sur la peur. Et commençons d'abord par tenter de comprendre qui a peur et de quoi. J'ai appris en vous lisant que les sympathisants de l'extrême gauche et de la gauche radicale avaient plus peur que les autres. Expliquez-nous. Alors, d'abord, ceux qui ont plus peur que les autres, ce sont d'abord les jeunes. Donc ça peut avoir quelque chose à voir avec effectivement le fait qu'on en trouve peut-être un peu plus à gauche et à la gauche radicale. Il y a un effet sûrement de la variable âge. Et puis ce sont les femmes aussi qui ont, quelles que soient les peurs, toujours plus peur. Donc sociologiquement, je dirais que ces deux variables, l'âge et le genre, jouent un rôle très structurant dans les peurs. Et ça peut paraître comme une sorte de paradoxe parce qu'on pourrait penser que voilà, plus on est vieux, justement, plus on se sent vulnérable, menacé, plus on s'approche aussi de la mort qui apparaît bien dans ce travail, dans cette enquête comme la peur vraiment inhérente à la condition humaine et très structurante de nos peurs, y compris les plus archaïques, les plus profondes. Eh bien non, c'est finalement plus on est vieux, moins on a peur, plus on est jeune, plus on a peur, mais c'est aussi parce que les jeunes sont confrontés aujourd'hui à un ensemble de situations, de conditions dans lesquelles ils évoluent avec beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes. Et puis n'oublions pas aussi que par exemple, les jeunes peuvent se sentir très insécures dans l'espace public. Ils sont victimes, parmi les premières victimes d'agressions bien souvent. Donc, et la troisième variable qui se surajoute aux deux premières que vous venez de mettre en lumière, Anne Muxel, c'est évidemment la précarité, le fait d'être au chômage, de se trouver dans une situation de solitude, accroît là aussi le sentiment de peur. Oui, bien sûr. Peur pour soi, peur pour la capacité que l'on peut avoir à s'en sortir, à vivre, voire à survivre. Pour certains, dans des conditions difficiles. Et c'est vrai que quand on est vulnérable, on est aussi plus réceptif à toutes les inquiétudes, à toutes les peurs collectives aussi qui peuvent vous submerger, qui viennent se greffer sur ce sentiment de vulnérabilité personnelle. Alors on a moins de garde-fous pour se protéger de l'envahissement des peurs collectives. Ce qui nous a frappé quand même en faisant ce travail, c'est ce débordement des peurs. Les peurs ont toujours existé depuis que le monde est monde, bien sûr. Elles sont structurantes finalement de l'existence humaine. Mais aujourd'hui, elles sortent un peu de leur lit, elles débordent toutes les sphères de la vie individuelle, de la vie collective, et donc elles ont tendance à envahir tout l'espace et à devenir en elles-mêmes une sorte de grille de lecture du monde environnant. Bon, mais j'en reviens tout de même à la partition politique. Il me semblait que le parti, le segment politique qui jouait avec les peurs en particulier, c'était l'extrême droite. Je découvre en vous lisant que ce sont les sympathisants de l'extrême gauche et la gauche radicale qui ont le plus peur comparativement. Enfin, le plus peur, ils n'ont pas les mêmes peurs. On va dire que la gauche, statistiquement, quantitativement, c'est ce que vous montrez. Oui, parce qu'effectivement, encore une fois, on retrouve la dimension juvénile, qui, je crois, est une variable quand même assez importante dans le mouvement de droitisation de notre société. C'est vrai que la gauche résiste quand même davantage dans les jeunes générations, et donc ça peut expliquer cela. Mais disons que ce ne sont pas les mêmes peurs. On va
va y venir sûrement, mais du côté de l'extrême droite, des proches du Rassemblement national, ce sont des peurs sociétales qui sont les plus importantes, c'est-à-dire on sent le monde qui change, les transformations, les évolutions de la société finalement qui font peur et qui produisent finalement un sentiment de ce que Laurent Bouvet a pu appeler une insécurité culturelle. Et donc ça c'est vraiment cette insécurité culturelle, ce sentiment d'insécurité culturelle, on le trouve vraiment dans ce segment de l'électorat. Alors parlons justement de ces objets de la peur. On va parler peut-être des peurs anciennes pour commencer qui ressurgissent. Un chiffre m'a frappé, 24% des Français ont peur du diable aujourd'hui. Alors qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela recouvre? Et d'où vient cette peur? Alors je rajouterai un deuxième chiffre que j'ai en tête aussi par rapport finalement à ces craintes qui nous renvoient à des peurs millénaires. À des temps millénaires, voilà, à des peurs millénaristes notamment. C'est 39% des Français ont peur que la fin du monde advienne dans les quelques dizaines d'années. Ont peur de l'apocalypse. Ont peur de l'apocalypse. Donc le diable, l'apocalypse sont encore des figures, des représentations qui habitent l'esprit des Français et qui sont très révélateurs en fait du fait que les peurs continuent, les peurs actuelles, les peurs modernes continuent de s'articuler à des représentations très anciennes, très archaïques, qui continuent d'exister, je dirais, dans nos façons de penser le monde. Et puis aussi, quant au diable, alors c'est beaucoup moins, je dirais, qu'on donne les chiffres dans le livre, parce qu'on a un peu regardé ce qui se passait aux États-Unis, il y a des enquêtes comparables. Les Américains ont beaucoup plus peur du diable encore que les Français. Alors c'est vrai que c'est une société plus religieuse que la nôtre. Nous sommes dans une société fortement sécularisée, qui s'est fortement sécularisée au fil du temps et qui est aujourd'hui une des sociétés où la religion a le moins de place et d'importance par rapport même à certains de nos voisins européens. Mais avoir peur du diable, c'est finalement le signe aussi qu'on ne maîtrise plus toutes ces peurs qui débordent et que l'on cherche des figures que l'on va rechercher finalement dans l'occultisme, dans d'autres... parce que c'est pas forcément le diable au sens de la religion chrétienne, par exemple. Mais le diable, c'est aussi celui qui peut jeter des mauvais sorts, celui dont il faut se méfier. Donc il y a aussi ces peurs irrationnelles qui peuvent se retrouver dans cette peur du diable. Une archive de 1974, on y entend Henri Kubnik, il est parolier, producteur de radio et auteur de La Grande Peur de l'an 2000. Nous vivons à une période d'accélération absolument fantastique. Enfin, simplement un chiffre. Il y a 5000 ans, l'homme se propulsait, l'Égyptien ancien se propulsait à la vitesse du chameau, c'est-à-dire à peu près à 13 km à l'heure. Il a fallu attendre 1853 pour qu'une locomotive atteigne le 100 à l'heure, c'est-à-dire 5000 ans. Et en moins d'un siècle, on est passé de 100 à l'heure à 28 000 km à l'heure, c'est-à-dire la vitesse de la fusée. Donc il y a eu une accélération absolument prodigieuse. Accélération également de la population. On estime qu'il y a 10 000 ans, la population du globe était d'environ 5 millions d'habitants. À l'époque du Christ, environ 200 millions. À l'an 1000, peut-être 300 millions. En 1850, nous revenons en 1850, on a atteint le milliard. Et maintenant, nous nous approchons, en un peu plus d'un siècle, nous approchons des 4 milliards. La progression, là aussi, est effarante. Donc, il va se passer, sans doute, quelque chose. France Culture. Question du soir. Quentin l'a fait. Ce que vous montrez par ailleurs, Anne Muxel, c'est aussi que les périodes d'angoisse sont liées aux grandes phases d'accélération et de transformation. Les moments charnières que nous vivons sont aussi peut-être à l'origine de ce sentiment que l'on imagine souvent individuel. Oui, alors là, on l'a entendu, il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que l'on vit aujourd'hui dans ce temps où finalement ne sont accessibles
que peu de représentations d'un avenir possible, d'un avenir qui serait marqué par davantage de progrès, d'un avenir heureux et pour les humains et pour la planète. En fait, on a soit au mieux de l'incertitude, c'est-à-dire de la non-représentation, soit des représentations apocalyptiques. Donc, dans ce moment où finalement tout le monde cherche à comprendre ce qui se passe et où on va, où le progrès scientifique, et ça c'est quelque chose qui est très important, on l'a montré aussi beaucoup dans le livre, on a insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'en même temps que les grands systèmes idéologiques ou religieux se sont affaiblis, alors que le progrès scientifique pendant tout un temps avait pu prendre le relais pour donner de l'espérance aux gens, aujourd'hui il y a une inversion, c'est-à-dire que les gens ont de moins en moins confiance dans la science aussi. Et voici ce que vous écrivez à ce sujet avec Pascal Perrineau. L'échec de certains experts lors de grandes crises comme le Covid ou le réchauffement climatique, moi j'aurais ajouté surtout le Covid d'ailleurs, contribue à une délégitimation de la science. Les polémiques relatives aux conditions d'élaboration des rapports du GIEC en 2009 ont introduit le doute dans un domaine où pourtant les experts sont assez consensuels. Les controverses très vives lors de la pandémie de Covid en ce qui concerne la nature du virus, son mode de propagation, les mécanismes de sa mutation ou encore et surtout les modes de traitement ont renforcé la méfiance, voire la défiance du public vis-à-vis de la science. Quel lien faites-vous justement entre cette délégitimation de la science et le sentiment de peur individuelle ou collectif ? C'est-à-dire que oui, on peut aujourd'hui, de plus en plus de citoyens peuvent considérer que les progrès de la science peuvent être nocifs finalement pour la vie humaine, pour les gens. On voit très bien par exemple que des campagnes anti-vax, on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis où finalement il y a une défiance qui bloque les avancées scientifiques et d'ailleurs les budgets des programmes scientifiques et médicaux et biologiques aux États-Unis eh bien, sont plus ou moins coupés ou arrêtés. Donc c'est très préoccupant, c'est-à-dire que la science n'est plus un moteur qui permet de mettre la vie individuelle et collective en devenir vers un mieux-être. Au contraire, il est de plus en plus considéré que la science peut être un danger. Donc finalement, où peuvent se retourner les individus si finalement ils ne voient plus, puisque les politiques, les projets politiques sont aussi pour beaucoup en panne, puisque la démocratie fait aussi l'objet d'une grande défiance, qu'on recherche des systèmes alternatifs et que ça peut déboucher aussi sur des populismes autoritaires. Finalement, les individus, de plus en plus, ne savent plus à quoi se raccrocher pour espérer. Quel rôle joue dans ces peurs et dans l'exacerbation de ces peurs, Anne Muxel, l'instabilité politique? Est-ce que vous avez pu observer notamment au moment de la dissolution? Alors oui, on l'a observé, et puis même par d'autres, pas dans cette enquête-là, mais par d'autres Par d'autres enquêtes canaux, et oui. indicateurs, bien sûr, par d'autres canaux. En fait, toute cette période d'incertitude politique, eh bien, elle crée de la peur. C'est-à-dire que du coup, les peurs peuvent être alimentées par l'impuissance ressentie du côté à l'endroit des politiques qui n'arrivent plus à combler, finalement, à répondre aux préoccupations des citoyens. Donc ça, c'est finalement assez grave parce que déjà, la crise de la représentation politique est telle que si elle est en plus renforcée par un sentiment de peur face à l'impasse politique, notamment dans laquelle on a été, de crise politique dans laquelle on est depuis maintenant plusieurs mois, eh bien oui, ça ne peut qu'augmenter les peurs. Dites-nous, Anne Muxel, en quelques mots, présentez-les-nous, les démocrates inquiets qui rassemblent 40% de votre échantillon. Qui sont-ils ? Les démocrates inquiets, ce sont plutôt des hommes, ce sont plutôt un peu plus, ce sont plutôt des gens qui se situent politiquement à gauche,
Ce sont des gens qui qui vivent plutôt dans des agglomérations des grandes villes, qui ont un niveau de diplôme relativement élevé. Bref, toute une catégorie de la population qui est plus attachée, on va dire, à la démocratie et qui a peur du recul de la démocratie face notamment à la montée des populismes ou des autoritarismes. Les conservateurs craintifs, cette fois-ci, qui représentent 26% de l'ensemble des personnes que vous avez interrogées. Alors, ces conservateurs craintifs, il y a plus de femmes, un peu plus de femmes. C'est plus, ils se recrutent davantage dans les milieux de la droite classique. Ces conservateurs craintifs, ce sont des gens qui ont peur finalement du changement de la société, qui restent, voilà, qui cherchent à conserver l'existant, si j'ose dire, et qui ont du mal. Bon, c'est plutôt une population plus âgée. Et ce sont des gens qui ont du mal avec le changement, à accompagner les changements sociétaux, par exemple. Ils sont plus traversés aussi, vous le dites, par les peurs individuelles, hein, la peur d'autrui, la crainte d'assister à une situation violente, la peur des violences intimes et les phobies archaïques dont on parlait un peu plus tôt. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, on retrouve effectivement des femmes, population de femmes relativement âgées. Et puis le troisième groupe, ce sont effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, les insécures culturelles. Les insécures culturelles. Alors là, c'est plutôt la droite extrême et les insécures culturelles. Alors eux, ils se nourrissent beaucoup davantage des peurs collectives. Des peurs collectives qui organisent effectivement le rejet de l'autre, qui placent en avant des préoccupations, les préoccupations pour l'immigration, à l'égard de l'immigration, qui défendent une société refermée finalement, du nationalisme qui se centre finalement sur lui-même, un nationalisme de repli, voilà, pour refuser finalement, là aussi, des changements qui opèrent à l'échelle de la société. Quel groupe n'a pas peur ou moins peur que les autres? 8%, c'est très peu. Les sans peur, vous les appelez? Les sans peur, les chevaliers sans peur et sans reproche. Non, les sans peur, alors ils sont un peu difficiles. Bon, il y a quelques traits sociologiques que l'on a pu trouver, un peu plus d'hommes que de femmes, etc. Mais ils se recrutent quand même dans des catégories de la population assez diverses. Leur seule caractéristique, c'est que sur tous les indicateurs que nous avons construits, il y en a beaucoup dans le livre, sur toutes les dimensions des peurs, qu'elles soient individuelles, collectives, politiques, ils n'ont pas peur. Donc ce sont des gens qui sont en face finalement des situations et prêts à tout ce qui peut arriver. Eh bien, tant mieux pour eux. Et comment caractériser au fond les peurs liées à l'extrême droite, au vote d'extrême droite? Vous nous disiez un peu plus tôt que c'était des peurs plus singulières. C'est des peurs vraiment avant tout des peurs sociétales, c'est-à-dire on rejette certains phénomènes d'évolution de la société. Alors on rejette une société ouverte, pluriculturelle, ouverte à l'immigration. On rejette davantage, on a plus de défiance vis-à-vis des autres que l'on ne connaît pas, vis-à-vis des étrangers. On rejette aussi certaines évolutions des mœurs, certaines évolutions de la famille. Voilà, on est plus attaché à la famille traditionnelle. Voilà, ce sont finalement toutes ces peurs sociétales qui accompagnent le libéralisme culturel qui transforme peu à peu nos sociétés. Les Français ont-ils plus peur que les autres en comparaison notamment de leurs voisins européens ou que d'autres pays riches ? Alors, ça m'est difficile de le dire parce qu'on n'a pas beaucoup de comparaisons avec des enquêtes similaires, mais si l'on considère que le fait de ne pas avoir confiance dans les autres, de ne pas avoir confiance dans les institutions qui organisent la société, notamment aussi dans les institutions politiques, et là, on sait que les Français ont sont de grands défiants. Sont de grands défiants, ont beaucoup moins confiance que les autres. On le mesure dans le baromètre de confiance politique du Cevipof, voilà, qui sort chaque année. Alors, on peut penser que peut-être les Français, par rapport à leurs voisins européens, peuvent être davantage
tenaillés par leur peur. Et l'espoir en miroir, est-ce qu'il se mesure? Est-ce que vous l'avez mesuré? Est-ce que politiquement aussi, il peut être opérant, signifiant? Alors, c'est le dernier chapitre du livre. Effectivement, on s'est quand même posé la question des espoirs. Alors, les espoirs, les Français en ont beaucoup pour leur vie individuelle. Individuellement, c'est vrai que malgré tout, il y a un ressort de vitalité, de vie, de confiance qui quand même peut s'exprimer pour eux. Par contre, les espoirs au niveau collectif, eh bien, ils sont plutôt en berne. Mais voilà, les espoirs au niveau collectif, ça peut être la paix versus donc la peur de la guerre. Ça peut être voilà, l'amélioration de l'environnement versus effectivement la peur de la perte d'équilibre de nos écosystèmes et du réchauffement climatique. Je dirais que c'est un peu sur ces deux points que se fabrique aujourd'hui le plus d'espoir. Merci beaucoup Anne Muxel. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice de recherche émérite en sciences politiques au CEVIPOF à Sciences Po. Vous co-signez avec Pascal Perrineau cet inventaire des peurs françaises, la société à l'aune d'un sentiment. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu ce soir au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation, Léa Racine.